Benoît, on va commencer ensemble. Je l'ai dit, vous êtes, à la tête d'une belle ETI, ingénieur de formation. Je dirai pourquoi on en parle derrière. Président fondateur de l'ETI Amicio. Alors Amicio, ça fait partie de ces entreprises, dans un métier où on a beaucoup à outsourcer, c'est les centres d'appel. Alors les centres d'appel, il y a les centres d'appel entrants qu'on subit, mais je crois que vous êtes plutôt sur les centres d'appel sortants, pardon, les appels sortants. Vous êtes plus sur les appels entrants, c'est-à-dire les gens qu'on appelle pour résoudre un problème, pour, trouver le produit ou service. Et la particularité dans ce métier qui a souvent été délocalisé de façon assez lointaine, vous êtes sur une approche plutôt premium avec des centres d'appel en France. Vous venez de ce métier d'ailleurs, au moins en partie, puisque vous aviez passé du temps, dans ces métiers, chez Canal+, chez Accor notamment. Et si on regarde l'entreprise aujourd'hui, Amicio, c'est 550 collaborateurs, 3 ou 4 sites en France. 3 sites en France. Et puis, une histoire qu'on va explorer ensemble. Vous avez le micro, il est allumé? Non, appuyez, comme ça il est vert, voilà. Heu, je disais, vous avez commencé chez Canal+, chez Accor, dans des univers où la relation client est absolument stratégique. Qu'est-ce que vous y avez appris et qu'est-ce qui vous a conduit à vous lancer dans l'aventure Amicio? Alors, chez Canal+, j'ai appris 2 choses. La première, c'est la seule entreprise où j'ai vu le PDG venir passer une journée pleine et entière au sein du centre d'appel pour voir tout le monde, mais ça, il pouvait faire le tour en une demi heure ou en une heure, mais réellement pour passer une journée à l'écoute de ses clients. Alors c'était un moment où la chaîne se lançait et donc c'était un moment où on récupérait un tas de bonnes idées à mettre en place, mais j'ai pas croisé beaucoup d'entreprises comme ça. Puis la deuxième chose que j'ai apprise chez Canal+, c'est que je recevais enfin, je j'ai hérité, quand j'ai pris le centre d'appel, la moitié des gens, pour pas dire, 80, étaient là parce qu'ils pensaient que c'était une porte d'entrée pour rentrer à la télévision. Donc j'avais que des intermittents du spectacle et donc c'est extrêmement difficile de piloter des gens dont le sens est à contresens. Voilà, donc ça, c'est, quelque chose qui m'a marqué pour la suite. Ensuite, chez Accor, ce que j'ai appris, alors d'abord, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que j'étais patron de PME dans un grand groupe, à l'international. Donc c'est d'avoir tous les avantages de l'entrepreneur sans en avoir les inconvénients, c'était top. Mais surtout, on pourrait croire que l'hôtellerie, c'est un métier fait d'un il faut avoir, des bons hôtels, des bons lits, mais la réalité, c'est que la différence, elle se fait par le service des équipes, et c'est ça qui crée la performance de chaque hôtel. Deuxième chose que j'ai apprise là-bas, c'est que j'ai pu, par un concours de circonstances, j'ai pu localiser des centres, à des endroits qui étaient sur leur marché ou en dehors de leur marché. Et l'enseignement que j'ai tiré, c'est qu'à chaque fois qu'on est en proximité des gens et de son marché, ben, on est plus performant, en tout cas sur la partie du revenu que l'on dégage. Oui, ce qui est pas une mince histoire, dans ce métier. Et alors, dans cette industrie qui a été très externalisée, parfois dans des pays très lointains, vous rentrez donc dans cette industrie un peu ingrate, si j'ose dire, où le coût est le déterminant et elle est perçue d'abord comme un coût, alors que vous venez de le dire, c'est aussi générateur de valeur. C'était quoi votre hypothèse de départ? Et quel problème vous vouliez résoudre en, prenant la main et en reconstruisant, Amicio? Et alors j'étais convaincu à travers l'expérience vécue que, en étant en proximité, on dégageait plus de revenus et donc on pouvait prendre l'approche par le revenu, par la satisfaction du client et pas simplement par le coût. C'est pas toujours évident à dans les faits, mais, j'étais convaincu de ça et puis que, c'était un marché sur lequel on pouvait développer pas mal de choses dans le pays parce que on n'a pas besoin de grandes études et on a besoin surtout d'avoir envie et après on peut former.
et donc je pensais que c'était bien pour le pays. Voilà. De locali alors vous allez assez loin parce qu'il y a un vocable et ça fera écho à ce qu'on a entendu tout à l'heure, de la part de Florence. Vous allez loin jusqu'à affirmer que dans l'entreprise, et ben, il y a une place pour l'amour. Voilà un mot qu'on n'est pas habitué à entendre dans le champ de l'entreprise et surtout dans un métier très intense qui a été, Oui, alors on va faire écho à ce qui vient d'être, dit. Elle a pris à peu près tous les sujets sur lesquels je pouvais, intervenir, mais fondamentalement, on n'est pas sur l'amour en tant qu'émotion, on est sur l'amour en tant que, faire grandir l'autre, le agapé, ouais. grec, et à partir du moment où on fait grandir l'autre, où dans la relation on cherche à ce que 2 personnes, uniques se rencontrent dans un appel. Le client et l'ambassadeur de la marque que nous représentons. Si on insiste sur le fait que cette rencontre doit être, la plus unique, la plus authentique et qu'on va chercher un peu à faire grandir l'autre, eh bien, on a tout gagné et quand on a, vécu ce type de rencontre, une fois, 2 fois dans la journée, on a gagné sa journée enfin, on le ressent tous quand on a eu une vraie rencontre, on on est sur un autre jour, on est sur un autre nuage, on est sur une autre façon de vivre sa journée. Alors comment ça se traduit de façon très opérationnelle dans l'entreprise? Qu'est-ce qui vous distingue d'un centre d'appel? Comment fonctionne l'entreprise? Ouais, alors, pour l'essentiel, on traite des appels et donc On reste fluide, elle on elle est elle dédié. elle elle ressemble, à quelques autres, outsourceurs. Mais, ce que l'on cherche, c'est ce que je viens d'évoquer, c'est que la rencontre soit un moment de rencontre unique. On l'a très, très bien vécu, si vous vous souvenez, au moment du covid et du confinement. Le soir, on se retrouvait, tous ensemble sur nos balcons à applaudir les soignants, mais au cours de la journée, il y avait quelques activités qui restaient encore, en action, et les centres d'appel en faisaient partie, à ce moment-là, les appels qui étaient passés se décomposaient en 2 temps. Il y avait un premier temps qui était on écoutait, l'autre, on prenait le temps de, comment ça se passe? Comment ça se passe Comment chez vous? allez-vous chez vous? Voilà, Comment vivez-vous voilà, le confinement? Alors je viens pour une question qui peut absolument, être et technique, qui et peut être et 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 les 2 vivaient ça, et donc il y avait ce lien qui se tissait, et puis ensuite on passait à l'action économique pour laquelle, qui est la raison de l'appel, et à la fin, on avait des vrais merci, et ça a marqué, et c'était un peu ce que je croyais, et donc d'une certaine façon, le confinement a été un merveilleux moteur pour mettre en place, cette façon d'être, et ce faisant, les conseillers savent à peu près de quoi on parle puisque on l'a vécu il y a 5 ans. oui, parce que la relation même téléphonique, c'est vous dites, c'est une relation qui naît entre 2 êtres Oui. et tout sauf déshumanisé, alors qu'on a quand même l'appréhension de quelque chose d'assez automatisé, scénarisé. Alors, il y a bien évidemment un fil conducteur parce qu'on ne peut pas partir dans tous les sens, et puis il y a une activité économique que rappelait le président de la CCI. À la fin, il faut quand même, que l'on ait une activité profitable pour que notre mission, soit pérenne, non pas en tant qu'objectif en tant que tel, mais pour que notre mission soit pérenne. On est devenu société à mission dans cette logique-là. Et donc on peut trouver quand même un peu de temps, dans cet espace qui doit quand même être, assez, cadré. Ouais, ouais. On parlait de l'écoute active tout à l'heure avec Florence. Finalement, votre métier qui est un métier de l'écoute, est-ce qu'on forme? Est-ce que c'est quelque chose qui est un levier sur lequel on peut travailler quand on est conseiller? Oui, et enfin l et j'ai et derrière écoute active, si j'ai bien, retenu, Florence parlait d'attention.
avoir une attention sincère vers l'autre, c'est clé. Alors la difficulté, c'est un métier alors pour ceux qui connaissent un peu les centres d'appel, pardon, mais c'est quand même un métier vu comme très stakhanoviste, très intense, difficile, et c'est un métier qui est aussi caractérisé par un turnover très élevé. Hem, la stratégie, la volonté affirmée de faire différemment, elle existe. Après, comment est-ce qu'on suit ça dans le temps et qu'est-ce qui permet aujourd'hui, de peut-être d'évaluer le retour, sur cet investissement, le fait de l'appréhender différemment? Le turnover chez vous, alors la moyenne du métier, c'est quoi? C'est 1 an et demi. Alors là, oui, je j'ai plutôt parlé d'ancienneté moyenne que Si on que peut, de ouais, turnover parce ouais, qu'après d'infos, ouais. l'ancienneté moyenne dans les centres d'appel en France est entre 1 et 2 ans. Ouais. Chez nous, il est de 6 ans. Voilà, ça fait une petite différence. C'est un indice. Alors, ce n'est qu'un indice parce que on a d'autres éléments. On est installé dans des sous-préfectures. Ici, on est à Libourne, et autour de rayonnant autour de villages ruraux dans lesquels les gens sont installés. Quand on fait du télétravail, on n'est pas, dans un appartement de métropole, au bout de la table de la kitchenette. On peut avoir une vraie pièce. Donc il y a un ensemble et puis quand on est dans un village rural et qu'on a son emploi à 10-20 kilomètres, ouais, on le garde aussi. Donc C'est pas le seul, donc voilà, mais ouais. il y a pas que ça qui est un explicatif de l'ancienneté de 6 ans. Comment est-ce qu'on prend soin concrètement? On a bien compris l'image du métier qui est important et c'est le métier dont on va pouvoir parler avec fierté. On comprend bien le covid, à quel point cette période avait permis de le valoriser. C'est quoi les autres leviers sur lesquels vous travaillez? On avait parlé ensemble de la formation Oui, préparant, par en exemple. en en fait, on a d'abord, c'est un métier dans lequel, personne ne rêve de ce métier en cours d'école. Et quand on arrive dans ce métier, c'est probablement plutôt pour des raisons alimentaires que pour des raisons de projection, de reconnaissance du métier. Et donc les premières choses que l'on a à travailler et ça a été évoqué dans la keynote tout à l'heure, l'estime de soi, on a des gens qui arrivent, et qui, sont persuadés qu'ils ont pas de talent. Et donc arriver à travailler sur le talent, arriver à travailler sur alors, nous, on appelle talent, en fait, la découverte du chemin de réussite de chacun. Et donc on a formé nos managers à, décortiquer des réussites, des appels très, très bien menés avec eux pour montrer quel est le chemin qu'ils ont pu prendre et qui est différent d'une personne à une autre. Parce que une fois qu'on est dans son chemin de réussite, on est en économie d'énergie, si je peux dire et du coup on prend moins on prend moins sur soi et on va plus loin et on est plus, automotivé comme disait tout à l'heure Florence. On se rejoint. Illustration de la motivation excellente. Enfin, ce qui est intéressant aussi, si on a l'image du management et de l'image du management dans ces métiers dans lesquels on est vraiment dans du contrôle de l'intensité et pourquoi tu as fait moins d'appels que ton voisin et demain il faut, performer davantage sinon c'est dehors. D'être sur la révélation de la réussite, enfin la posture du manager n'a absolument rien à voir. Alors on est en train de transformer en plus le manager, avec une logique heu heu, en fait, le on va vers une autonomie des équipes et l'IA, nous aide. C'est-à-dire que hier, on avait le manager qui pointer, ce qui allait pas, qui, évaluait 2-3 appels par mois, les débriefer, pour ensuite mettre les plans d'action, de progression. Avec l'IA, on a une évaluation automatique de tous les appels. Et on les donne, au conseiller, pour que ce soit lui, comme le sportif de haut niveau, qui, identifie, les actions sur lesquelles il peut progresser et venir vers le manager que l'on est en train de transformer en un coach pour qu'il l'aide
à s'améliorer sur les points qu'il aura identifiés et qu'il souhaite, J'améliore se je développer. travaille à l'amélioration de ma performance avec le soutien Voilà. de mon manager. On Il y en a mais là, on est au début de cette, transformation, hein, et alors d'ailleurs, l'IA, on l'a dans cette supervision, façon d'aider les gens à se révéler ou progresser, mais on l'a aussi dans la transformation du métier. Est-ce que l'IA, elle, n'est pas le concurrent de demain du conseiller? Alors, oui pour partie, et non pour, et non pour une autre partie. Le on est en train de travailler sur comment on fait tandem, entre le conseiller, et l'assistant conversationnel. Il y a des ch je vais prendre un exemple. On on fait le service, technique de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Il y a, un appel sur 2 qui est un peu complexe et qui mérite complètement d'être humain, puis on a un appel sur 2 qui est, en fait un mauvais fonctionnement du câble ou du Faut démarrage. verrouiller. Voilà, il faut déverrouiller Distance. et à distance, le l'action du conseiller, elle est d'aller appuyer sur un bouton du logiciel qui gère les bornes. Très honnêtement, pas une grande, C'était nul. pas on pourrait considérer que c'est une valeur ajoutée nulle et qu'avec l'IA, on a juste le prompt qui dit, où aller dans le logiciel. Mais vous avez, 10-20 des cas dans lequel la personne qui appelle sur ce problème est en stress complet parce que, elle peut pas redémarrer son rendez-vous Ouais. et donc cette gestion-là, à ce moment-là, c'est pas un problème de valeur ajoutée de débloquer, c'est de faire tomber la température de la personne et de la rassurer et donc appelons ça, je ne sais pas si c'est de la valeur ajoutée ou pas, mais en tout cas, c'est de la valeur humaine, que l'IA va pas pouvoir traiter. Voilà, donc c'est pour illustrer. Une bonne illustration de l'équilibre. On a un gain de productivité si on prend 8 appels sur 10 avec la machine et l'IA et les 2 appels pour lesquels on sent qu'il y a besoin, on met un être en face. Voilà et là, le système permet complètement de décoder, le fait qu'on est dans cette situation, et de passer vers l'humain. Et qu'est-ce que le fait de travailler sur ce modèle un peu différent vous a apporté pour finir? Qu'est-ce que vous en retireriez comme, enseignement à partager avec, nos amis? Heu Alors, c'est une, conviction, c'est que on peut pas être, chef d'entreprise et vouloir, faire, grandir et croître son entreprise si on n'a pas pour, objectif premier de faire, croître et grandir, les gens qui nous accompagnent. Ouais et ils sont plus de 500. On a dépassé le stade de la petite PME embryonnaire. On est sur du volume quand même. Oui et alors et en tout cas, c'est beaucoup plus valorisant, de le faire avec, avec des personnes qui viennent, ce que je disais tout à l'heure, et qui ont pas de confiance en eux, qu'avec des brillants étudiants qui sortent de Kedge. Merci.